Je remercie le gouvernement et je passe la parole à l'honorable député pour savoir s'il est satisfait ou pas. Merci, Excellence. Et bon, comme la question est avec débat, sinon, bon, en réalité, c'est une préoccupation qui pose la problématique de l'équipement militaire et de la formation de nos forces armées nationales. J'ai fait un calcul arithmétique en me disant que sur 54 pays, si nous ne sommes pas dans les 30 puissances militaires, ça veut dire que théoriquement, il y a 30 pays qui peuvent donc nous neutraliser. Mais bon, fort heureusement que le ministre vient de me rassurer que bon, notre armée dispose des moyens nécessaires pour faire face, en tout cas, à l'intégrité territoriale. Je voudrais donc l'en remercier, mais comme la question ne m'appartient plus, je laisse la question au débat. Je vous remercie. Merci, honorable député. Monsieur le ministre, avez-vous une réaction à ce stade? Merci donc au gouvernement. J'ouvre maintenant la puissance de feu du Parlement à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Donc, il faut rappeler que les interventions des honorables députés doivent strictement rester dans le cadre de la question posée par l'honorable député par l'info et que, conformément au règlement, chaque député dispose au maximum de 2 minutes. C'est pour poser des questions, hein, c'est pas pour faire des commentaires. Donc, nous allons ouvrir la liste pour recevoir les inscriptions. La liste, elle est ouverte. Honorable Zongo, honorable, voilà. C'est bon? Il y a encore des doigts, hein? Pour être sûr qu'on n'a pas oublié un député, sont inscrits les honorables Zongo Kadi, Sano Amadou, Soso Adama, Tendano Moussa, Ouattara Charles, Kouldiati Julien, Zunglana Yaya, Bassier Zilman François, Sankara Alexandre, Oba Bindi, Koubizala Henri, Diallo Mamadou, Alpha Ousmane et Sakande. On n'a pas oublié quelqu'un. Donc, la parole est à l'honorable Zongo Kadi. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 questions au ministre de la Défense et des Anciens Combattants. La première question, quel est l'état de notre administration publique
dans la province du Soum. Et quand on sait que après les multiples attaques, et surtout après l'assassinat d'un instituteur, plusieurs fonctionnaires ont dû abandonner leur poste par crainte pour leur sécurité. La deuxième question, que répondez-vous à ceux qui pensent que certains camps militaires, et par exemple le camp de la Mizana à Ouagadougou ici, donc certains camps militaires dans les centres urbains, devraient être démantelés et envoyés dans des zones à risque, notamment dans la région du Sahel? Je vous remercie. Merci, honorable. Honorable Amadou Sanon. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, le ministre, dans sa réponse, a fait allusion à un terme qui m'a tiqué. Ce n'est pas seulement ici, c'est le terme guerre asymétrique. Je me demande si c'est le terme qui sied dans notre cas. Parce que quand moi j'entends cela, je vois plutôt une puissance telle que les États-Unis et la France en face d'un groupuscule de terroristes. La puissance de feu n'est pas la même. Donc c'est un combat David et Goliath. Et David cherche à faire mal à Goliath, sachant qu'il ne peut pas le terrasser, en quelque sorte. Alors que dans notre cas, le ministre, en intervenant, a dit tout à l'heure que tout ça c'est parti à partir du démantèlement du régime libyen, avec une prolifération d'armes. Ils ont attaqué le Mali, l'armée malienne n'a pas pu faire le poids. Heureusement, si l'armée française n'était pas intervenue, je ne sais pas, s'ils n'avaient pas atteint le Burkina. Bref, c'est pour dire qu'on est en face de gens qui ont peut-être une puissance de feu équivalente à la nôtre. C'est en cela que la question de collègue Palanfo est pertinente. Est-ce que notre puissance de feu est suffisante pour faire face à ces gens-là? Parce qu'il ne s'agit pas de guerre asymétrique. Et par ailleurs, si vous regardez, le ministre de la Sécurité a fait le point sur les différentes attaques qui ont eu lieu depuis 2015. Quand on regarde, ce qui est véritablement attaque terroriste, on peut dire c'est l'attaque de Cappuccino et puis l'enlèvement de couple Elliott. Ça, on peut dire c'est du terrorisme classique. Mais si on regarde là, ce sont nos postes de douane, de police, de gendarmerie, donc tout ce qui est représentation de l'État, tout ce qui est régalien. Et maintenant, on s'attaque maintenant au système d'enseignement. Donc je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas en face affaire à une guerre de revendication territoriale, tout simplement? Voilà ce que je voulais exprimer. Merci, honorable. Honorable Soso Adama. Okay. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord qu'on me donne une définition exacte du djihadisme, parce que ça me pose problème. J'ai dit, si on n'apprécie pas le phénomène, si on ne le décrit pas tel qu'il est, on donne justement donc l'occasion à ceux qui sont en train de tourner, comme vous avez dit, dans les mosquées et autres, pour dire que c'est du djihadisme. De ce que je connais du djihadisme, si on va dans une mosquée, on trouve des talibés et on leur dit que c'est la djihad, je dis il y a 90% de chances de pouvoir recruter des gens. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Nous sommes face à un terrorisme. Et j'aurais souhaité que dans les discours officiels, désormais le terme soit beaucoup plus clarifié et que ça ne porte pas donc à confusion. Deuxième observation, j'ai dit, le ministre a dit tout à l'heure que nous avons une puissance de feu, nous sommes tous contents. Nous connaissons également la capacité de nos militaires. Mais n'oublions pas que nous écoutons tous la presse. Nous savons également qu'il y a des difficultés en termes d'équipement, en termes de moyens opérationnels pour notre armée. Il faut également que le gouvernement soit conscient, au lieu de croire toujours que nous sommes à mesure, alors qu'en réalité, il y a des difficultés. Prenons la chose au sérieux et engageons-nous. Troisième observation, j'ai l'impression que nous nous amusons avec les problèmes sérieux. Et je le dis parce que quand j'ai lu dans un journal que les terroristes seront terrorisés, ça m'a rappelé une affaire d'enfant, comme si on s'amusait. C'est comme si on n'a pas pris la chose au sérieux, alors qu'il y a des termes véritablement, parce que la question sécuritaire, c'est une question qui nous préoccupe tous, et il faut que véritablement on la prenne au sérieux. Je vous remercie. Merci, honorable député. Honorable Tendano Moussa. Okay, c'est pas moi qui vous arrête. Hein. Merci bien, Président.
Et je pense que le problème est tellement sérieux, si bien qu'il faut le prendre au sérieux. Parce que quand on regarde, c'est comme nos forces de défense ne sont pas habituées à ce nouveau combat. Ce n'est pas une guerre où on s'affronte à 50 ou à 100 km. Comme le ministre l'a dit, c'est une guerre asymétrique. Et on pense que nos forces de défense ne sont pas habituées. Donc, il faut vraiment qu'on analyse le problème au sérieux. Et je pense qu'on a interpellé l'État général sur l'armée. Qu'est-ce que le ministre dit par rapport à ça? Parce que parmi vos réponses, les solutions, nous pensons qu'il faut nous asseoir, regarder notre armée, qu'est-ce que nous voulons qu'elle soit, pour pouvoir répondre efficacement à nos attentes. Si vous prenez le renseignement, comme quelqu'un l'a dit, c'est vrai, on nous écoute, mais on pense qu'il y a des problèmes là-bas. Parce que le renseignement assis depuis longtemps, c'était pour permettre peut-être à un régime de durer. Et c'était les syndicalistes, les opposants qui étaient beaucoup plus suivis que, par exemple, le renseignement pour permettre à notre pays de répondre face à une attaque. Donc nous pensons que l'État général sur l'armée est indispensable et on voudrait demander à M. le ministre quand est-ce qu'on va organiser ces États pour permettre vraiment de sortir notre pays de ces problèmes. Merci. Merci, honorable. Honorable Ouattara Lona Charles. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a moins de 2 années de cela, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, nous a rassurés quant à l'adéquation des moyens et des personnels de nos forces armées. Mais dans le même temps, l'année dernière seulement, la commission défense de l'Assemblée nationale s'est rendue à Kaya, dans la première région militaire, et nous avons pu constater que le régiment de commandement d'appui et de soutien était commandé par un capitaine qui venait juste de son cours des capitaines. Qui veut dire quoi? Ce capitaine a besoin de mettre en application son cours. Au lieu de cela, il est bombardé commandant de régiment. Assez récemment, ce dernier a été remplacé par un commandant. C'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Alors, n'y a-t-il pas, la première question que j'ai à poser, n'y a-t-il pas d'incohérence entre les faits réels, c'est-à-dire sur le terrain, et les propos de nos politiques? Parce que le ministre de la Sécurité, puis de la Défense, ont tous, tour à tour, dit qu'il y avait les moyens, que l'armée avait suffisamment de personnel, etc., etc. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on voit. Alors, deuxième question. Pour quelle raison? Oui. Allez-y. Pour quelle raison des capitaines et des commandants commandent des régiments en lieu et place de colonels? Je vous remercie. Merci. La parole vient de se taire aussi. Honorable Julien Kouldiati. Ok, merci. Je crois qu'il y a 2 de mes préoccupations qui ont été prises en compte. Je vais aller rapidement. Monsieur le ministre, dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre, le silence n'est-il pas une réponse appropriée au plan stratégique face à certaines déclarations que nous taisons volontiers, pour ne pas les reprendre comme un honorable l'a déjà dit, surtout venant du premier responsable? Ça, c'est la première. La deuxième, ça c'est une constatation, un fait. Récemment, au cours du congrès d'un parti politique, 2 gardes de corps de certaines autorités ont été vus arborant la tenue du dit parti. Est-ce conforme à l'esprit républicain de l'armée post-insurrectionnelle que nous sommes en train de construire? Merci. Merci, honorable.
Zunglana Yaya. Honorable Zunglana. Merci, Président. Moi, je voulais d'abord encourager nos FDS, car contrairement à ce qu'a dit Monsieur le ministre de la Sécurité, nous députés, nous sommes aussi sur le terrain. Et s'il s'agit de température, nous en savons aussi quelque chose. Mais particulièrement pour nos FDS, moi je leur adresse mes sincères encouragements pour pouvoir faire face à la situation critique dans laquelle se trouve notre pays. Globalement, au Burkina, nous avons deux types d'insécurité qui donnent des insomnies aux populations. Selon ma compréhension, donc, c'est le grand banditisme et ce que nous pouvons convenir d'appeler le terrorisme. Ces deux types de criminels n'ont pas de parti politique et ne demandent pas l'appartenance politique de leurs victimes avant de les abattre. Donc c'est l'occasion pour moi de demander au gouvernement d'éviter de politiser cette question si cruciale et qui appelle donc cette question. Le bilan fait tout dernièrement fait voir que les criminels arrêtés étaient équipés de fusils de chasse. Ma question est de savoir, étaient-ils des grands bandits ou des terroristes? Je pense que pour la tranquillité des populations, nous méritons la vérité. Quand les djihadistes attaquent, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou même les informations gouvernementales, nous voyons le type d'équipement dont ils sont munis. On nous parle d'armes de guerre. Et là, on nous parle de fusils de chasse. Je voulais juste terminer en disant que dans le domaine de l'insécurité, les populations ont souvent appelé les numéros verts d'urgence sans résultat. Par rapport aux mesures urgentes qui seront mises en place, qu'est-ce que le gouvernement a comme solution à très court terme pour que les appels des populations qui sont attaquées et qui attendent du secours des forces de défense et de sécurité soient pris en charge? Parce que souvent, la réaction est très tardive. Quand les FDS arrivent, les bandits sont partis après avoir déjà tué les membres de la population. Les populations n'ont pas besoin de savoir ce que nos FDS font chaque semaine. Nos populations ont besoin de quiétude pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Je vous remercie. Merci, honorable. Honorable Bassier Zilma François. Merci bien, Monsieur le Président. Merci au ministre. Je voudrais revenir quand même sur quelques aspects des réponses qui ont été données par le ministre de la Sécurité qui est en lien avec celui de la Défense et des anciens combattants. C'est la réalité, le fait d'éviter la réalité des choses. Quand on analyse ce qui s'est passé à Nansombo, ce qui s'est passé au niveau des postes de douane, de gendarmerie, en fait, c'est comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas une question d'asymétrie, c'est une question de puissance de feu. Et je crois quand même, après Nansombo, le ministre avait déclaré que ceux qui sont venus avec des armes qui étaient très au-dessus des capacités de ce que nous avons appelé les forces antiterroristes du Burkina, qui ont des kalachnikovs, etc. Ils ne sont pas venus avec ils sont venus avec des moyens plus sophistiqués que les nôtres. Et ils sont répartis en brèche, etc. La chose, c'est que le ministre même a dit que, en fait, ceux qui ont quitté Djibo sont partis 1h30 après. Mieux, il a dit que, en fait, la question de l'armée de l'air avec la puissance était aussi défaillante. Il faut dire les choses comme elles se présentent, à mon avis. Aujourd'hui,
La question posée par l'honorable Alain Fouet est claire. Est-ce que, sur le plan militaire, aujourd'hui, l'armée dispose des moyens adéquats pour intervenir? Je dis ça, c'est pourquoi on prend des enfants, quand on voit ceux qui sont morts au niveau de Namsumbu, ils sont tous des jeunes. 24 ans, etc. Et voilà. Alors que, effectivement, ceux qui connaissent la guerre, là, sont à Ouagadougou ici. Donc, il y a un problème qui est posé, il faut le dire et voir comment on peut solutionner de façon durable cette question-là. C'est vrai, se cacher derrière la question de lutte asymétrique, on est en train de vraiment moi je me dis de divaguer sur la base quand même des choses qui sont là. La question que je me pose aussi, est-ce que le mental existe au niveau des forces armées? Vous savez, on a gagné la guerre de Noël là. On n'avait pas d'armée, on n'avait pas assez de moyens, hein, mais on l'a gagné. Pourquoi? C'était le mental. Hein. Aujourd'hui, nous avons vu l'année dernière, on est venu avec un document ici pour les réformes de l'armée. Est-ce que cette réforme a été faite de façon à encourager, à motiver nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent aller au front et puissent développer des initiatives et inventer? Parce que tant qu'on n'invente pas, on va seulement s'asseoir comme un fonctionnaire, on va te détruire. Je crois que c'est ça qui se fait. Et là, il faudrait quand même que, où en sommes-nous avec la réforme de l'armée par rapport donc, à lui donner toutes les capacités, à la fois donc matérielles, renseignements et puis motivationnelles, pour qu'elle puisse être apte effectivement à faire face à ces types de conflits que nous connaissons, à la sécurité de notre territoire. Une question a été posée aujourd'hui. S'il vous plaît. Une question a été posée, c'est qu'aujourd'hui, que deviennent les territoires où ce grand banditisme, plutôt, où ce terrorisme est en train d'envahir? C'est une des questions également. Que devient et qu'est-ce qu'on fait pour ces territoires, pour sécuriser? Puisque tout le monde retourne. Il n'y a plus d'économie. Voilà des questions qui sont posées aujourd'hui, qui sont liées à la sécurité. Merci. Merci, honorable. Je rappelle les dispositions pertinentes du règlement. C'est aussi une question... C'est aussi une question... Voilà, elle n'est pas asymétrique. Honorable Alexandre Sankara. Merci bien, Monsieur le Président. Je ne veux pas bâillonner ceux qui viennent parce que, à force d'être complaisant avec le règlement, voilà. Bon, je me dis quand même que l'actualité, la problématique, voudrait qu'on laisse les députés s'exprimer parce que c'est suffisamment important. Tout à fait. Mais soyons... Ça, tu as raison, tonton. Bon, ok. Donc, je vais vite pour respecter. Mes encouragements vraiment aux forces de défense et de sécurité hein, qui s'échinent à apporter des réponses adéquates à ce fléau-là. Moi, j'ai une observation et 2 ou 3 petites questions. L'observation est la suivante. Quand j'écoute les uns et les autres, que ce soit le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur et même les hauts gradés de l'armée, ce qui ressort, c'est que notre armée n'était pas prête pour faire face à ces gens en formation, en personnel, en armement. Donc, ce qu'on peut tirer, c'est qu'il y a eu manque de prévision. Parce que le terrorisme, là, il est mondial. Il était à nos portes, au Mali, au Niger, au Nigeria. Mais bon, nous, on se disait que ça n'allait pas nous atteindre. Pourquoi? On devrait nous préparer. Et donc, j'invite l'armée à beaucoup plus de réactivité. Parce qu'il y a d'autres phénomènes qui sont là. Il faut qu'on se prépare. Il ne faut pas qu'on attende que ça vienne, qu'on commence à couler maintenant pour former les gens. La première question maintenant, je vois qu'il y a deux structures qui s'occupent de cette question. Il y a la sécurité et il y a la défense. Vous voyez même que nous, les députés, nous adressons nos questions soit au ministre de la Sécurité, soit au ministre de la Défense. Est-ce qu'il n'y a pas une unité de coordination? Est-ce qu'il y a une unité de coordination de ces différentes actions-là pour éviter qu'on intervienne pêle-mêle? Dans certains pays, quand il s'agit de la sécurité intérieure, c'est la police et la gendarmerie. Quand il s'agit de la sécurité extérieure, c'est l'armée. Bon, donc je voudrais qu'on nous situe qu'il y a une unité quand même de coordination qui gère tout cela. Deuxième question, et ça, je voudrais que le ministre nous dise qu'est-ce qu'il pense de Ouaga, la rumeur qui dit que le gouvernement allait voir le général Bassolé, le général Guinguéré en prison
pour voir comment voilà, on peut gérer ce problème-là. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Troisième question, enfin, c'est toujours voilà, la rumeur. Hein. Comme nous avons l'occasion de vous avoir ici, il faut qu'on dissipe la rumeur. On dit qu'il y en a qui pensent que c'est parce qu'on a dissous le RSP que voilà, tout cela nous arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je suis dans le timing. Ouais, un vrai sankariste. Ouais. Félicitations. Honorable Woba. Merci bien, Monsieur le Président. Je pense que c'est le lieu de féliciter nos forces armées et de défense. Forces de sécurité et de défense, il faut les féliciter pour leur détermination et leur efficacité. Le problème du terrorisme, ce n'est pas un problème d'armes. À Orly, là, il a utilisé qu'un couteau. Ce n'était même pas un fusil de chasse. C'est ça le terrorisme aussi. Je voudrais intervenir en faisant 3 observations d'abord. Quand on parle des armes, mais le coup d'État du 16 septembre a révélé aux yeux de tout le monde, il n'a échappé à personne que les armes au Burkina étaient contenues dans un seul endroit et que les autres n'avaient pas d'armes et que le Burkina n'avait pas d'armes. Ce n'est pas une révélation. Le coup d'État a été là, chacun de nous l'a vu, l'a observé. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une invention. Que le pays n'avait pas d'armes. Que le pays n'avait pas de moyens de défense. C'est clair. Les armes qui étaient là, c'était pour défendre un régime, mais pas pour défendre le pays. C'est une évidence, chacun de nous l'a observé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on parle de guerre asymétrique, n'allons pas loin dans les définitions. On parle de guerre asymétrique quand il y a une partie des parties qui utilisent la guerre conventionnelle et l'autre que la guérilla est une guerre asymétrique, et ainsi de suite. Donc c'est essentiellement que c'est deux logiques de combat différentes, c'est tout. Ce n'est pas une question de puissance de feu. C'est deux logiques différentes de combat. Ce n'est pas une question de combat. Et nous sommes dans ce cas-là. Ensuite, nous sommes menacés. Ce que les gens doivent comprendre, c'est l'état de droit qui est menacé aujourd'hui. C'est l'état de la démocratie qui est menacé. Les fonctionnaires qui sont dans le Soum, là, qu'on attaque tous les jours, mais ils ne sont pas dans la même quiétude que nous. Il y a deux Burkinas aujourd'hui. Il y a un Burkina qui ne dort pas et un Burkina qui dort. Il faut faire attention. Il faut qu'on encourage les forces armées, il faut qu'on encourage les populations qui sont attaquées. Et ensuite, le combat, il n'est pas seulement de l'armée. Nous marchons pour réclamer des routes qui sont bonnes. Mais pourquoi on ne marche pas pour soutenir les forces armées et les forces de sécurité et de défense? Pourquoi nous ne marchons pas pour soutenir les populations de Soum? C'est ça que nous devons faire. Au lieu de les laisser à eux-mêmes, comme si ce Burkina-là ne nous intéresse pas. C'est ça notre combat. Et à commencer par nous, les députés. Nous devons le faire. Donc, il faut que nous appelons, que nous appuyions les populations, que nous appuyions les forces de défense et de sécurité. Et c'est notre combat à nous ici, au sein de l'hémicycle. Je vous remercie. Merci, honorable député. La parole est à l'honorable Henri Koubizara. Merci. Henri Koubizara, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Merci. Dans une des mesures préconisées, j'ai entendu qu'il est question du retrait de nos militaires au niveau donc du Darfour. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce retrait correspond justement, est-ce que c'est en accord avec les Nations Unies? Parce que
j'aurais appris que si on fait des retraits comme ça, on peut donc subir des représailles de la part des Nations Unies. Je voulais qu'on m'assure que c'est un retrait donc, convenu avec les Nations Unies. Deuxièmement, je voudrais comprendre un peu comment se passe notre collaboration avec l'armée française. Parce qu'il est assez surprenant pour nous de voir que l'armée française qui est basée au Mali et qui est dans l'accord, je crois bien, dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme là, avec tous les moyens qu'ils ont, et nous voyons qu'il y a, en tout cas ces attaques-là, sans qu'on ne sache exactement quel est leur rôle, en tout cas à ce niveau-là. Donc je voudrais vraiment bien comprendre la collaboration avec l'armée française à ce niveau-là. Merci. Merci, Honorable Koubizara. Honorable Diallo Mamadou. Merci, Président. Mon intervention ne concerne pas une question. C'est juste pour remercier et féliciter le ministre de la Défense qui a fait un brillant exposé par rapport à la situation nationale face à cette question sensible, avec mesure et un grand sens de la responsabilité. Ceci étant, je voudrais tout simplement m'insurger contre le fait que beaucoup de nos compatriotes, y compris les députés, passent le temps à accuser et à mettre en difficulté nos forces de défense et de sécurité qui font tout pour sauver ce pays, qui nous appartient, nous tous. La lutte contre le terrorisme, je me permets de le rappeler, ne concerne pas uniquement la puissance de feu. C'est également un rôle des élus nationaux que nous sommes. Nous qui sommes originaires de la zone dite rouge, nous savons ce que nous faisons dans nos zones. Il faudrait que chaque député s'implique également dans un travail d'explication, de mobilisation, afin que ce terrorisme-là ne puisse pas avoir un terreau favorable sur notre territoire. Jusqu'à présent, c'est parce qu'ils n'ont pas un terreau favorable qu'ils ont des difficultés à rentrer dans ce pays. Je ne veux pas aller plus loin. Au niveau de notre commission générale, la commission défense et sécurité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont en cours, y compris des comités ad hoc avec les 3 parlements, Niger, Mali, Burkina, pour essayer d'apporter nos solutions avec le président Sanfo, pour essayer d'aider notre armée, notre exécutif, pour la résolution de ce problème-là. Alors moi je dis bravo à nos forces de défense et de sécurité, cessons de les stigmatiser. Merci, Président. Merci, ça n'arrive pas tous les jours. Honorable Alpha. Ok, merci bien, Monsieur le Président. C'est juste pour dire au ministre de la Défense, merci également pour son brillant exposé. Mais avant de toucher 2 points, je voudrais simplement que les députés fassent attention pour ne pas saper le moral de nos troupes. L'armée, c'est la défense des frontières. Ils sont là, ils vont vous donner des définitions. La puissance de frappe d'une armée, ce n'est pas seulement l'arme. Allez bombarder les tours jumelles. Parce que la défense américaine utilise 32 fois la dépense journalière de l'armée américaine. C'est 32 fois le budget annuel du système des Nations Unies. Mais on les a bottés avec leurs deux tours jumelles. Donc, ça, vous pouvez le vérifier. Et nous, au Burkina Faso, je sais de quoi je parle. Il y a des officiers, je ne les cite pas, il y a 2 ou 3 qui sont assis devant moi, que j'ai vu au Darfour. Le force commandeur de l'armée des Nations Unies au Soudan, c'est un Burkinabé. Donc l'expérience y est. De ce côté, nous sommes à 100%. La puissance de feu,
Si ça pouvait faire quelque chose, on n'allait pas botter la France. On n'allait pas botter avant-hier. Nous, on était à Bruxelles, on a botté Londres, à côté. Il y a le cœur. Et nous avons cette armée. Et nous avons ce cœur-là. Donc, je crois qu'il est bon de féliciter notre armée, de féliciter notre exécutif pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la guerre est là, asymétrique. J'ai fait 12 ans dans ce système-là, avec des rebelles de El Shabab, Adaf Nalou, la LRA. Mais ils ne frappent pas au hasard. Ce n'est pas des gens qui viennent pour frapper comme ça. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Donc moi, je crois qu'effectivement, nous avons, et c'est de notre devoir, de renforcer le moral de nos troupes. C'est de notre devoir de regarder dans le budget là, si on peut enlever ailleurs pour venir ajouter pour qu'ils continuent de nous protéger. Surtout protéger nos frontières. En ce qui concerne les autres questions, je crois que nous sommes là-dedans. Et je voudrais également, pour finir, juste pour finir, quelqu'un a touché un point en disant qu'on attaquait les postes de douane, les postes de gendarmerie, les postes de police. Ça, c'est exactement le mode opératoire des narcotrafiquants. Je ne voulais pas trop discuter. C'est exactement leur mode. Et il y a des heures précises. Mais je remercie Soso qui a demandé de faire attention avec les mots que nous utilisons. Ça, c'est une bonne chose. Et ça, effectivement, vraiment, il faut qu'on y prenne garde. Parce que stigmatiser les choses, effectivement, il faut qu'encadrer des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais sinon, en conclusion, je dirais que notre armée est une vaillante armée. Notre armée est à encourager, à féliciter. Et merci encore pour le gouvernement qui a une bonne vision du reste. Parce que c'est petit à petit qu'on construit sa maison. Dondoni, Kononi, Bafé. Merci, honorable. La parole est à l'honorable Sakandé. Allô. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement, à la lumière des différentes interventions, apporter, en tout cas ma contribution au débat de ce soir. Le ministre a parlé de guerre asymétrique. Je crois qu'un de nos camarades ici présent a dû relever ce fait pour dire que c'était une incohérence. Je voulais tout simplement dire à ce niveau qu'il faut qu'on accepte, lorsqu'on parle d'une guerre asymétrique, c'est vrai qu'on a traversé la cour de l'école, mais ça veut dire une guerre qui n'est pas conventionnelle. Donc, il ne faut pas lier cet état de fait à une puissance de feu. Je crois qu'à ce niveau-là, on se trompe amèrement. Deuxièmement, parlons de l'équipement des forces armées. Nous sommes des civils, nous voulons tout comprendre, nous sommes des politiques, nous voulons satisfaire nos électeurs, nous voulons donner des informations à nos électeurs, mais ce que nous devons nous rappeler, l'armée, l'autre nom de l'armée, c'est quoi? C'est la grande muette. Vous pensez que l'armée va procéder à des commandes et venir s'asseoir ici parce que nous sommes des députés avec des écharpes pour nous dire qu'ils ont payé combien de 12-7, ils ont payé combien de chars. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas vous attendre à cela. Ça ne se fera pas aujourd'hui, ça ne se fera pas demain. C'est pour vous dire que, à ce niveau-là, et même pour la commande des armements, ce n'est pas comme ici, voilà, on se lève, on va à CFAO, on prend un véhicule et puis on revient. Non. Il y a des spécificités, il y a des commandes. Et ça prend tout le temps que ça va prendre. Donc je voulais aussi, en tant que député, si nous avons des questions à poser, si nous voulons faire plaisir à nos électeurs, il faut qu'on se dise aussi qu'on est sur un terrain qu'on ne comprend pas trop. Laissons-nous nous occuper des meetings, les militaires s'occupent du terrain. Et je voulais demander, c'est vrai que à l'Assemblée ici, c'est le lieu où, en tout cas, il y a toutes, comment on appelle ça, pas tous les partis politiques, mais en tout cas, il y a toutes les opinions possibles.
Mais je souhaiterais qu'on ne fasse pas un procès de l'armée. Un problème m'a été posé ce soir, tendant à dire qu'on a vu 2 militaires s'habiller en tenue de parti politique. Qu'est-ce que ça a à voir avec la question orale? Qu'est-ce que ça a à voir avec la question orale? Donc, évitons cette politique politicienne-là. Ça ne nous arrange pas. Nous sommes en face d'une situation qui peut mettre le Burkina Faso en péril. Laissons nos combats de coq-là, encourageons les militaires, félicitons les militaires, parce que ce qu'ils font comme travail là, c'est indéniable. Il n'y a rien à dire. Ils font des efforts matin, midi et soir. Et si les militaires n'étaient pas là, si nos forces de défense et de sécurité ne travaillaient pas, aujourd'hui, le Burkina Faso était le domicile de ces terroristes-là. Il ne faut pas mélanger les époques. Merci. Avant, le Burkina Faso était un État voyou. On pouvait se permettre tout, mais aujourd'hui, nous sommes dans une vraie démocratie. Je suis le dernier, Monsieur le Président. Si, je suis le dernier, je termine. La liste est ici. Donc, je voudrais conclure pour dire que nous devons de féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils font quotidiennement sur le terrain. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, le dernier intervenant, c'est l'honorable Zagrel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, de toutes les façons, si vous faites, on va ouvrir une deuxième liste. L'honorable Zagrel Léonce est le dernier. Merci bien, Monsieur le Président. J'ai juste une petite question. Monsieur le ministre, il nous a été dit dans cette même salle, il y a quelques jours, que le gouvernement, en réponse donc au souhait des députés de se rendre donc dans la région du Nord pour soutenir donc nos forces de sécurité, les fonctionnaires et la population dans l'ensemble, demande aux députés donc de différer cette visite. Est-ce que Monsieur le ministre peut nous confirmer donc cette information et les raisons donc qui sous-tendent donc cette volonté du gouvernement? Et quel message ou quelle perception donnons-nous à ceux qui vivent dans ces localités? Je vous remercie. Merci, honorable. Nous sommes au terme de la liste avec 15 députés qui se sont exprimés, même si quelquefois nous avons laissé passer le temps réglementaire, c'est vraiment pour permettre à l'Assemblée nationale d'avoir la plénitude de poser les questions et même de les développer. Je crois que si le gouvernement est prêt, nous allons donc demander à Monsieur le ministre de bien vouloir apporter des réponses ou des commentaires aux préoccupations des honorables députés. Monsieur le ministre.